Bonsoir et bienvenue sur l'espace YouTube euh, en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net. Ce site, qui est mon site en fait, et qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Sans le savoir, depuis qu'elle s'est séparée des autres primates, depuis qu'elle est passée des lois de la nature aux lois de la culture, et qu'elle a commencé à entrer dans une sorte de progrès accéléré en découvrant le, le langage, euh, puis son monde environnant, la taille des outils pour pouvoir se défendre des prédateurs, etc. Une organisation, l'organisation typiquement humaine, hein, voilà, et un progrès qui s'est tout de suite accéléré et qui a conduit l'humanité à ce que nous sommes, en fait, de progrès en progrès, de la découverte de l'écriture, de, de la domestication, de la sédentarisation, de la culture, euh, de, etc., etc., de la roue, bon, bref, on voit à peu près la grande évolution qu'a entrepris l'humanité et qui n'a cessé d'accélérer. Ensuite, il a fallu s'adapter à chaque fois à une gestion plus intense euh, des êtres humains à mesure que euh, leur, leur habitat grandissait, en passant de la tribu, du clan à la tribu, de la tribu à la cité. Il fallait trouver des nouvelles lois, organiser des nouvelles façons de fonctionner. Euh, et puis la découverte des grandes religions, un peu partout sur la planète, d'abord les grandes civilisations, mais en même temps qui apportaient de nouvelles religions, les grandes civilisations de l'Indus, de la Chine, de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Perse, euh, d'Israël, le monde hébreu, etc. Et puis plus tard, les civilisations, la civilisation grecque, qui amène la philosophie. À la même époque, voilà, la philosophie telle qu'on la connaît maintenant, enfin, telle qu'on l'a fait à peu près débuter, juste à partir de Socrate. Bien sûr, les présocratiques sont inclus dedans. Euh, les dernières vidéos ont parlé un petit peu de tout ça, de l'importance des présocratiques. Euh, et puis, bon, à la même période, il y a eu la découverte du bouddhisme, euh, etc., etc. Puis plus tard, le Rome, l'Empire romain, le christianisme issu du judaïsme. Plus tard, l'islam issu aussi des religions, donc une autre défi du judaïsme, etc. Voilà. Et puis, progressivement, nous sommes arrivés à la société moderne, la Révolution française, les révolutions, la période des révolutions, qui conteste la, la domination par un clan met en, qui, qui essaye de faire monter l'idée de peuple qui avait déjà été pensée
dans de nombreuses cultures, hein, mais par les Grecs aussi, notamment avec l'idée de démocratie. Donc on part sur une autre façon de penser qui rayonne dans le monde et qui amène cette vision de la démocratie, etc., dans laquelle on est un peu en train d'essayer de s'épanouir. Et donc, selon ma théorie, cette évolution se prolonge, continue après nous. Il y a encore des siècles d'évolution jusqu'à atteindre cette ultime perfection dont je parle de l'ensemble humain. Alors cette ultime perfection, évidemment, elle inclut la paix universelle, un fonctionnement universel, un respect absolu de la nature, une perfection écologique. Et on voit bien qu'on est capable de ça maintenant. On est vraiment capable de se prendre en main et de régler nos problèmes, les problèmes que les 2 ou 3 siècles d'excès matérialistes et d'excès capitalistes, on pourrait dire, ont engendré. Voilà, mais ces excès, on ne pouvait pas faire autrement. Pour la plupart du temps, on ne savait pas vraiment qu'on exagérait, même si quelques personnes, quelques éclaireurs, euh, quelques personnes connectées comprenaient et avertissaient le monde en disant attention, il y a du danger. Ils étaient trop peu nombreux pour éveiller les consciences et puis surtout changer les mentalités qui étaient parties dans cette idée d'enrichissement, de pouvoir, de domination, etc. Et on voit qu'on est en train de sortir de ça. Alors on ne s'en rend pas vraiment compte parce que cette évolution, elle est un peu lente. Il faut 2, 3 décennies pour voir les choses vraiment bouger. Mais si on regarde il y a 20 ans en arrière, ou il y a 30 ans en arrière, ou 40 ans en arrière, par exemple, euh, les, l'humanité n'avait pas encore pris à bras le corps cette idée de, d'écologie. Euh, C'était là, mais c'était encore extrêmement marginal. On rentrait dans la mondialisation qui, soi-disant, allait être heureuse, les objets étaient à profusion, le monde entier accédait à un certain niveau de confort, etc. Mais bon, voilà, on pensait encore que pour que le business tourne, il fallait qu'il y ait l'obsolescence programmée, qu'il y ait le gaspillage, etc. Voilà, on, on était inconscient. Et maintenant, on prend conscience, voilà, d'une autre chose. Donc, on voit l'évolution des consciences en 30 ans, là. Donc, imaginons dans 30 ans à quel point le progrès euh, aura évolué. On peut voir le progrès entre, par exemple, l'année 1950, 5 ans après la guerre mondiale qui avait ravagé toute l'Europe, et 30 ans plus tard, donc 50, 60, 70, 80, même 20 ans plus tard simplement, les années 70, et on voit à quel point le monde avait changé. Mais du tout au tout, quoi. C'est inouï le progrès qu'il y avait eu. Et entre les années 80 et les années 70 et 90, on voit à quel point les réseaux sociaux, Internet, etc., ont changé complètement notre vision du monde. Voilà. Alors, je vais prendre appui sur. Je prends appui souvent comme prétexte, en fait, au développement de, de cette théorie dont je viens de parler. Je prends appui sur des ouvrages. Et là, par exemple, je vais prendre appui sur Friedrich Nietzsche, encore une fois, parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à m'appuyer et à contester, à critiquer euh, Nietzsche, parce que je pense qu'il avait tout compris, mais que
de cette évolution vers cette ultime perfection, sauf qu'il l'a redouté, il l'a refusé, parce que c'est évidemment une évolution vers de la haute spiritualité, vers l'extase, euh, vers le nirvana, vers l'éveil vers lequel nous allons, et vers le plus doux en fait. Euh, et il redoutait cette évolution. Ce qu'il voulait, Nietzsche, c'était justement que le, les plus impérieux, les plus courageux, les plus téméraires, les plus guerriers, les plus insensibles euh, soient les guides en fait, et que ça soit vers cela que l'humanité tende en fait. Pas que, hein, vers aussi vers l'artiste, vers le... voilà. Mais euh, il y avait, à mon sens, un peu de cette façon de redouter l'adoucissement des mœurs, l'adoucissement des êtres humains. Et là, le passage que je vais commencer à lire va vraiment parler de ça, justement. Euh, et donc, je pense qu'il redoutait surtout sa propre sensibilité. C'était quelque chose qui lui faisait horreur. Euh, il, il aurait voulu être très certainement comme ces hommes qui idéalisaient en fait des sortes des gens insensibles qui étaient pas voilà qui allaient pas finir par devenir fous devant un être humain qui un cocher qui frappait sa monture, son cheval. Euh, donc, et c'est dommage parce qu'en fait, il aurait pas souffert s'il avait accepté cette sensibilité, s'il avait accepté d'être ce qu'il est réellement et de pouvoir vivre avec ça. Mais effectivement, c'est très difficile pour un être humain d'accepter ce genre de sensation qu'on peut apparenter à la faiblesse. Alors, je vais, euh, je vais m'amuser à picorer dans cet ouvrage-là euh, que j'ai que j'ai découvert dans ma bibliothèque. Et je vais commencer un petit peu au milieu. Donc, c'est les aphorismes et fragments choisis par Henri Lichtenberger. Voilà, le livre est paru en 1905. 1905, Nietzsche est mort. Quand est-ce qu'il est mort, Nietzsche? Au tout début du XXe siècle. Donc, dans ces eaux-là. Voilà. Donc, vers la fin de sa vie, il commençait à être reconnu par ses pairs et malheureusement, sa vie s'est écourtée suite à cette crise de folie. Donc je commence à lire et puis éventuellement je commente. Par-delà le bien et le mal. Œuvre T, 7e, page 1, 279. Nietzsche lui-même a conçu Par-delà le bien et le mal comme une sorte de commentaire de son Zarathustra. On y trouve en effet exprimées sous une forme philosophique les idées essentielles qui constituent le fond de ce poème. Par-delà le bien et le mal a été écrit pendant l'été de 1885 à Silmaria et achevé pendant l'hiver suivant à Nice. Donc il voyageait beaucoup entre ces deux endroits. Et alors, quand j'ai pris cet ouvrage, euh, ça m'a vraiment donné envie. J'ai compris le courage qu'avait eu Nietzsche de choisir vraiment sa vie, c'est-à-dire de ne pas se laisser encombrer par les possessions, les objets, etc. Et c'est clair que
Euh, Malheureusement, moi, je me suis laissé encombrer par les objets qui neutralisent en fait euh, le, à un certain endroit, etc. On n'ose pas quitter son lieu, c'est compliqué, etc. Et ça m'a vraiment donné envie de vivre, si je peux peut-être, je ne sais pas encore ce que je vais choisir, mais une vie un peu de nomade pour les temps qui viennent. Voilà. Donc c'est un peu le choix que je vais faire. Je ferai peut-être appel aux, aux auditeurs voilà, pour trouver des endroits euh, pour l'hiver, dans des endroits plutôt ensoleillés et chauds, pour pouvoir écrire paisiblement. Et puis, bon, pour l'hiver, pour l'été, ici, c'est très bien, à 1000 mètres d'altitude, c'est parfait. Mais voilà, il m'a vraiment donné l'envie de changer d'existence là. Et peut-être la force de le faire. Donc, euh, son volume, donc par-delà le bien et le mal, paraît au mois d'août de la même année, en 1886. Et Nietzsche a très peu vendu en fait de son vivant. C'est quand même incroyable. Voilà comment l'avant-garde est toujours un peu méprisée ou plutôt reste dans l'underground. Bien souvent, pour la plupart des grands artistes, c'est le cas de Van Gogh, c'est le cas voilà, de nombreux artistes euh, qui, qui étaient dans une sorte d'hypersensibilité un peu avant-gardiste et qui obligeait le temps, qu'un temps de mûrissement puisse se faire pour que qu'on puisse le lire avec paix. Évidemment qu'à l'époque, c'était très compliqué. La religion était encore euh, extrêmement présente et avait beaucoup d'autorité. Donc c'était sur les esprits ordinaires et donc beaucoup refusaient de pouvoir lire cela. D'autre part, c'était conventionnel, il n'y avait pas la publicité qu'on peut avoir, etc. Mais nul doute que s'il avait vécu à notre époque, ben, il aurait été sur Internet et il aurait fait comme je le fais, par exemple, et ce qui fait que la théorie de la mécanique universelle a eu entre 15 et 20 millions de vues en l'espace de 20 ans. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec peut-être les 200 ou 300 ouvrages qu'il a vendus de son vivant, Nietzsche. Donc je continue ou je vais arrêter là et je reprends dans la foulée la suite au prochain numéro, on va dire. Voilà. Et je vais